8 février 1970. C'est une journée d'hiver typique dans le parc national des Great Smoky Mountains. Un groupe de scouts effectue une nouvelle randonnée pleine d'aventures et d'épreuves de force. Mais pour un garçon, cette journée sera fatale. Jeffrey Haig, 16 ans, disparaît, ne laissant derrière lui que des empreintes froides dans la neige et de nombreuses questions sans réponse. Son corps gelé est retrouvé 10 jours plus tard. Une seule botte, son pantalon baissé, son sac à dos loin de l'endroit où il est mort. Qu'est-il arrivé à Jeffrey Haig pendant ces heures terribles où il a disparu du groupe? S'agit-il d'une tragédie causée par le froid et la désorientation, ou y a-t-il quelque chose de bien plus sinistre derrière tout cela? Le matin du samedi 7 février 1970, Eugene Smith se gare sur un parking à Newfound Gap, à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord, au cœur du parc national des Great Smoky Mountains. Smith est le chef scout d'une troupe d'explorateurs locale, et, ce week-end, il emmène 3 de ses scouts faire un court séjour de camping au refuge d'Icewater Springs. Il était accompagné d'un autre chef adulte, Marvin Horner, et les 3 scouts qui l'accompagnaient étaient donc son fils Lee, Stephen Wolf, 15 ans, et Jeff Haig, 16 ans. Les 3 garçons avaient de l'expérience en matière de randonnée et de camping. Pour Jeff, cependant, il s'agissait de sa première randonnée hivernale, et le camping d'hiver est une toute autre affaire. Outre les basses températures, le groupe a dû relever un autre défi: parcourir les 3 miles qui séparent le parking de l'abri. Bien que cette distance puisse sembler peu importante, le gain d'altitude d'un quart de mille sur un sentier qui commence à 5000 pieds d'altitude rend la randonnée beaucoup plus difficile. Le premier jour de la randonnée s'est déroulé sans problème. Tous les participants sont arrivés à bon port et ont installé leur campement. Cependant, Marvin Horner, l'un des chaperons adultes, a décidé de retourner à la voiture et de rentrer chez lui dès l'arrivée du groupe. Le lendemain matin, les autres participants ont préparé le petit déjeuner, fait leurs bagages et sont repartis vers l'ouest en direction de Newfound Gap, en suivant le sentier des Appalaches. Vers 9h30, alors que le groupe atteint l'embranchement du sentier des Appalaches, où il se sépare du sentier des boulevards, Jeff dit qu'il a besoin de s'arrêter et de se reposer. Ce n'était pas grave, il avait l'intention de rejoindre le groupe plus tard, au parking. Selon des témoins oculaires, Eugene Smith, le chef scout, a continué avec Jeffrey et Stephen Wolf, laissant son fils Lee derrière lui pour finir de faire ses bagages. Tout le monde a supposé que Jeff attendrait Lee et qu'il le suivrait ensuite. Smith pensait que son fils Lee rattraperait bientôt Jeff et qu'ils continueraient ensemble, selon le système des pairs. Il partit avec Wolf, pensant qu'il retrouverait le reste des garçons sur le parking. 2 heures plus tard, Eugene et Stephen atteignirent effectivement le parking et commencèrent à attendre les autres. Une dizaine de minutes plus tard, Lee est sorti du parking, mais Jeff n'était pas avec lui. Eugene est troublé et demande à son fils « Où est Jeff? Où est Jeff ?» Lee ne savait pas qu'il devait retrouver Jeff sur le sentier. Les 3 garçons attendent encore un peu, mais Eugene, de plus en plus inquiet, se rend compte que quelque chose ne va pas. Il décida qu'il devait retourner immédiatement sur le sentier et chercher Jeff. Le groupe a marché jusqu'au refuge de Icewater Springs, mais ils n'ont jamais retrouvé le scout disparu. La situation était d'autant plus grave qu'au réveil, il y avait déjà 10 à 15 cm de neige au sol et qu'il neigeait à nouveau abondamment. Le temps presse pour retrouver Jeff et Eugene décident de se rendre immédiatement au poste de garde forestier pour signaler sa disparition. Les gardes forestiers arrivent immédiatement sur les lieux et ratissent la zone jusqu'au crépuscule. Cependant, ils ont beau chercher,
aucune trace de Jeff n'était retrouvée. Malgré le revers essuyé ce jour-là, les sauveteurs sont restés optimistes. Lorsqu'il s'agit de personnes disparues, les scouts qui sont correctement équipés sont considérés comme les meilleurs pour survivre dans la nature. Bien que Jeff n'aidait pas de tente, il avait un sac de couchage, des allumettes, de la nourriture et suffisamment de vêtements chauds pour survivre à la nuit froide. À un moment donné, les gardes du parc national ont déclaré qu'ils pensaient que Jeff pourrait survivre seul pendant 7 à 10 jours avec l'équipement dont il disposait. Au minimum, il aurait pu tenir le coup s'il avait gardé son sang-froid. Le lundi 9 février, la première journée complète de recherche a commencé, avec la participation de 18 personnes. 10 d'entre elles étaient des gardes forestiers et les 8 autres étaient des membres de l'équipe de sauvetage de Morristown. Au début des recherches, il y avait 8 pouces de neige au sol, dont 4 pouces sont tombés après la disparition de Jeff. Le premier jour, les sauveteurs ont passé les pistes au peigne fin et ont tenu compte des chemins que Jeff aurait pu emprunter ou des endroits où il aurait pu se retrouver s'il s'était éloigné de la piste. Finalement, il a été décidé que Jeff avait quitté le sentier, mais la question était de savoir où cela s'était passé exactement et dans quelle direction il était allé. Il convient de noter que les sentiers longent les crêtes des Appalaches. Ils ne passent pas par des vallées. Il y a des pentes abruptes de part et d'autre des sentiers. Cela ne veut pas dire que si vous faites quelques pas sur le côté, vous allez certainement tomber et mourir. Mais la descente de ces pentes est extrêmement difficile. L'idée que Jeff ait quitté le sentier où il a été vu pour la dernière fois a été rejetée parce qu'il n'y avait pas de traces qui le suggéraient et qu'il aurait été extrêmement difficile de descendre à cet endroit. De plus, personne n'a pu trouver de bonnes raisons pour qu'il l'ait fait. Les pistes allaient vers le nord-est et l'ouest, et au sud, il y avait une pente de montagne avec rien au-delà. Il n'y a aucune raison pour que Jeff ait descendu cette pente, étant donné qu'il n'a pas fait demi-tour et n'est pas allé vers l'est, et étant donné qu'il n'a jamais atteint le parking, il y a peu d'options. Il aurait pu marcher environ 1 kilomètre vers l'ouest et tourner vers le sud sur le Sweat Heifer Trail, ou il aurait pu aller vers le nord à partir de la bifurcation sur le Boulevard Trail. Lorsque les sauveteurs ont vérifié le sentier Sweat Heifer, ils n'ont pas trouvé de traces. Ils ont donc supposé que Jeff avait dû emprunter le sentier des boulevards, plus populaire et plus fréquenté. Le problème est qu'il n'y a aucun moyen de distinguer les empreintes de Jeff des autres traces sur ce sentier. À ce stade, la seule chose dont les sauveteurs étaient sûrs était que Jeff avait probablement commencé à emprunter le sentier du boulevard, mais qu'il l'avait quitté ou qu'il en avait atteint l'extrémité. Après avoir échoué à trouver quoi que ce soit de valeur le premier jour, les recherches ont été considérablement élargies. Le deuxième jour, plus de 100 personnes se sont jointes aux recherches. Des chiens de recherche ont été amenés et un quartier général a été installé près de l'abri de la source d'eau glacée. 2 chiens ont été utilisés, Sam, qui appartenait à Benton Taylor d'Asheville, en Caroline du Nord, et traceur de l'équipe de sauvetage du comté de Sevier. Malheureusement, même si les chiens étaient soldés sur place, ils ont dû faire face à des problèmes dus au froid extrême, et les nez des chiens ont commencé à geler, de sorte qu'ils n'ont été utilisés que pendant environ 1 heure avant que l'un d'entre eux ne soit retiré du sentier. Tracé, quant à lui, a poursuivi les recherches jusqu'à la tombée de la nuit, mais en raison des 2 pieds de neige, il n'a pas été en mesure de trouver la moindre trace. Pendant ce temps, 48 autres volontaires d'équipes de sauvetage du Tennessee, de Caroline du Nord et d'autres États se sont joints à l'opération de recherche. William, le père de Jeff, a participé aux recherches et a rappelé aux sauveteurs ce qu'il avait appris à Jeff. Si tu te perds dans les bois, trouve de l'eau et va vers l'aval.
En plus de vérifier les sentiers déjà dégagés, ils ont identifié plusieurs endroits où Jeff aurait pu se retrouver s'il s'était éloigné du sentier. L'un de ces endroits s'appelle Huggins Hell, une section très escarpée et difficile d'accès à l'ouest du Boulevard Trail. Le Boulevard Trail s'étend de la jonction avec l'Appalachian Trail, près de l'abri Icewater Spring, jusqu'au mont Lecomte, en passant par plusieurs crêtes montagneuses. Ils ont également vérifié 5 abris entre Peck's Corner et Mount Collins, le long de la section est-ouest du sentier des Appalaches, ainsi que 2 abris sur le sentier Sweetheifer et sur le mont Lecomte. Les recherches ont porté sur tous les abris possibles, dans le rayon où Jeff a été vu pour la dernière fois. S'il n'était pas retrouvé sur les sentiers, cela signifiait que Jeff se trouvait probablement dans l'une des gorges dangereuses qui sillonnent les Great Smoky Mountains. La bonne nouvelle, c'est que les sauveteurs pensaient encore que Jeff aurait pu survivre grâce à ses compétences et à son équipement. Mais les recherches s'étaient vite transformées en une course contre la montre. S'il n'était pas retrouvé rapidement, même si le froid n'était pas la cause de sa mort, l'épuisement et la faim risquaient d'entraîner une fin tragique. Heureusement, le mercredi 11 février 1970, le temps s'est enfin amélioré. Le ciel s'est dégagé et 2 hélicoptères de la base militaire de Fort Bragg ont pu prendre l'air pour tenter de retrouver Jeff. Parfois, des noms célèbres interviennent dans 411 cas de personnes disparues. Dans ce cas rare, un hélicoptère fourni par un homme nommé Tony Stark a été impliqué dans les recherches. Franklin Graham, fils du célèbre évangéliste Billy Graham, a participé à la recherche de Jeff Hague. Il a participé à l'opération de recherche avec des chiens. 2 des chiens appartenaient à son père, et 2 autres à une autre personne qui les avait entraînés. Franklin était responsable des chiens appartenant à son père. L'opération de recherche avec les chiens s'est concentrée sur l'abri de la source d'eau glacée, d'où ils ont commencé à ratisser la zone pour tenter de trouver des traces de Jeff. Parallèlement aux petites recherches aériennes, des équipes d'alpinistes fouillaient également les pentes des montagnes. Des membres du corps des officiers de réserve ont pris part aux recherches. Les équipes de recherche étaient composées de membres de l'Université du Tennessee et du club d'alpinisme de l'Université de Clemson, ainsi que de plusieurs volontaires de Kingston, dans le Tennessee. Les recherches ont duré jusqu'au vendredi, puis jusqu'au week-end, alors que l'espoir de retrouver Jeff Hague vivant s'amenuisait de jour en jour. Finalement, le dimanche 15 février, les chiens ont retrouvé une piste près de la zone de Walker Prong, qui avait déjà été ratissée le mardi 10 février. À ce moment-là, il y avait plus de neige et des chiens différents ont été utilisés. Grady Whitehead travaillait avec des chiens renifleurs de neige venus de Washington, D.C. Les chercheurs ont supposé que Jeff s'était peut-être écarté de la piste du boulevard, qu'il s'était rendu compte de son erreur et qu'il avait décidé de revenir en prenant un raccourci. Cette décision s'est avérée fatale. Le lendemain matin, lundi 16 février, les chiens ont conduit l'équipe de recherche à un spectacle étrange. Un sac de couchage, un sac à dos, des conserves, des ustensiles de cuisine, une brosse à dents, un ouvre-boîte et 2 ceintures de Jeff Geezer sur un rocher au milieu du cours d'eau. À proximité, ils ont trouvé un morceau de pomme et des branches sèches, mais non brûlées. Cette découverte est importante, mais aussi inquiétante. Elle montrait qu'il était peu probable que Jeff ait survécu sans ses affaires dans des conditions aussi difficiles. Certains sauveteurs pensent peut-être que Jeff a laissé ses affaires derrière lui pour se déplacer plus facilement, pensant qu'il pourrait revenir les chercher plus tard. On pense qu'il a essayé de descendre le lit du ruisseau jusqu'à la route, mais ses traces ont été perdues sous la route 441. Les théories sur son sort sont partagées, l'une suggérant qu'il a pu survivre et quitter le parc en autostop, sans savoir qu'il était recherché. L'autre
plus tragiques, affirment que Jeff était mort la première nuit, son odeur ayant été emportée par le courant de l'eau. Le lendemain, 17 février, le corps de Jeff Haig est retrouvé vers 10 heures du matin sous un arbre à 300 mètres du sentier des boulevards. Les circonstances de sa mort laissent de nombreuses interrogations. Le coroner n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès. Jeff portait un pantalon de scout, un sous-vêtement long, un sweatshirt, un t-shirt, un bonnet de laine rouge et des lunettes. Cependant, une de ses chaussures et une chaussette avaient été enlevées, et ses autres chaussures, ainsi que sa veste, gisaient à côté de son corps. Malgré tout, le médecin légiste a estimé que Jeff était mort d'hypothermie, étant donné qu'il avait froid, qu'il était mouillé et qu'il était épuisé lorsqu'il se trouvait dans les gorges. Il semble que les dernières actions de Jeff puissent être déterminées par la position de son corps. Un autre fait qui attire l'attention est qu'il avait des allumettes et un sac de couchage, ce qui semble être une bien meilleure option que d'enlever ses chaussures pour se frotter les orteils. La question se pose donc de savoir pourquoi il n'a pas utilisé ces objets. Le rapport indique que Jeff a apparemment ramassé les branches sèches, mais qu'il n'a pas essayé de les allumer. Cela pourrait signifier qu'aucune allumette usagée n'a été trouvée ou que les branches ne portaient pas de traces de feu. C'est assez étrange. Le fait qu'il ait ramassé les branches indique qu'il avait les idées suffisamment claires pour préparer le feu. Il est donc difficile de dire que la panique l'a empêché de le faire. Il était possible que les allumettes soient tombées dans le ruisseau et se soient mouillées, en supposant que Jeff ou son sac à dos soit tombé dans l'eau. Cela pourrait expliquer pourquoi il n'a pas essayé d'allumer un feu et pourquoi il n'a pas utilisé son sac de couchage. Cependant, cela n'explique pas vraiment pourquoi ses affaires étaient soigneusement empilées sur les rochers. Peut-être essayait-il de les faire sécher. Les rapports affirment que les objets étaient pliés proprement, ce qui peut indiquer une tentative de séchage. Il est impossible que ces affaires soient tombées dans le ruisseau et qu'il ait simplement essayé de les faire sécher ou qu'il se soit rendu compte qu'elles n'étaient plus utilisables. Il est également possible que la déclaration selon laquelle il avait des allumettes soit fausse. Il se peut qu'il n'ait pas essayé d'allumer le feu parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il en était incapable. Même s'il n'avait pas d'allumettes, cela n'explique pas pourquoi il n'a pas utilisé son sac de couchage. Et s'il n'avait vraiment pas d'allumettes, la panique pourrait à nouveau entrer en ligne de compte. En outre, qu'il ait eu ou non des allumettes, il est possible que le sac de couchage ait été mouillé dans le ruisseau. Il existe également une autre version des événements. Jeff, au lieu de rester sur place comme on le lui a appris lors de sa formation à la survie, a décidé d'essayer de sortir par ses propres moyens, au lieu de rester sur place et d'attendre les secours. Il s'agit d'une règle générale. Si vous vous perdez près d'un sentier, ne bougez pas. S'il n'y a pas de danger immédiat, ne partez pas car vous serez retrouvé. Cela peut expliquer pourquoi Jeff n'a pas été retrouvé le deuxième jour des recherches. Les sauveteurs ont pu marcher près de lui, mais ne l'ont ni vu ni entendu. Il est possible que Jeff soit déjà mort à ce moment-là, car il n'a pas pu allumer de feu et n'a pas utilisé de sac de couchage. Il est probablement mort dans la nuit de dimanche à lundi, avant que les sauveteurs n'aient pu le retrouver. Quant à sa décision de quitter le sentier et de chercher un raccourci, elle peut s'expliquer par le fait que Jeff était jeune et qu'il avait reçu une formation en survie. Les adolescents ont souvent confiance en leur capacité à faire face à n'importe quelle situation, ce qui a pu influencer sa décision. Peut-être pensait-il simplement que ce serait une façon rapide et facile de s'en sortir. Bien qu'il ne soit pas certain que cette confiance soit à l'origine de sa décision, elle mérite d'être prise en considération. La question principale n'est pas de savoir pourquoi il était descendu dans les gorges, mais comment il s'est retrouvé sur le sentier des boulevards.
Selon le plan, il était censé attendre Lee Smith et il n'aurait pas dû se trouver sur ce sentier, et encore moins le quitter. Selon certaines sources, les chiens n'ont pas pu retrouver l'odeur de Jeff au nord de Walker Kampong, alors qu'il aurait dû venir de là. Cela semble étrange, car s'il a emprunté la piste du boulevard, son odeur aurait dû rester. Il s'agit peut-être d'une erreur dans ses rapports ou d'une disparition de l'odeur due aux conditions météorologiques. Quoi qu'il en soit, cela suscite des soupçons car, en toute logique, s'il était descendu du sentier, celui-ci aurait dû être visible. Cette histoire laisse plus de questions que de réponses. Geoffrey Haig a-t-il été victime d'un mystérieux ravisseur, comme le décrivent les théories du Missing 411, ou bien ce facteur invisible lui a-t-il fait prendre le mauvais chemin, le laissant errer en rond, et finalement victime de la nature? Ou bien tout cela s'explique-t-il par le hasard, la panique et les conditions météorologiques difficiles? Aucune preuve directe de l'implication d'un tiers n'a jamais été trouvée. Mais en même temps, un certain nombre de circonstances nous amènent à nous demander pourquoi il s'est trompé de piste. Pourquoi n'a-t-il pas attendu son ami? Et comment a-t-il pu se trouver si près de l'endroit où il était censé être retrouvé, sans pour autant être repéré? La recherche de la vérité continue, et bien que de nombreuses questions restent sans réponse, nous pouvons être sûrs d'une chose. La nature peut être sans pitié pour ceux qui se trouvent sur son chemin, sans préparation, ou lorsque des événements inexpliqués conduisent à une tragédie. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il quelque chose de plus dans cette histoire, ou s'agit-il simplement d'une triste coïncidence? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre vos versions. C'est tout pour l'instant. Donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.